Bonjour à tous, amis de la RH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un homme aux multiples casquettes. J'ai nommé Jérôme Friteau. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors Jérôme, je disais que tu as une multiple casquette parce qu'on en parlait un peu en introduction. Alors tu as un titre assez long et qui te pèse. Tu es le directeur des relations humaines et de la transformation de l'assurance retraite. Donc une institution qu'on connaîtra a priori tous un jour, à un moment de notre vie. Et en parallèle, tu enseignes également à Sciences Po. On va en parler un peu plus tard. D'autres titres à mentionner ou c'était coupé ? Non, c'est très bien. C'est déjà pas mal. Alors Jérôme, il y a une question que je pose toujours pour commencer. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit ? Ah, quand j'étais petit, alors il m'a fallu attendre un peu avant d'avoir des idées un peu précises. Mais dans les stéréotypes, je crois que j'ai voulu faire commissaire de police et j'ai fait des études de droit avec quand même cette petite perspective et qui s'est évanouie avant même de passer le concours. Qu'est-ce qui t'intéressait ? Le sentiment de justice, les enquêtes ? Je crois que dans toutes les tentations que j'ai eues, il y avait quand même toujours beaucoup d'humain, du management et un peu d'action. Le goût de l'action, quoi. C'était pas encore l'époque des séries Arsène Lupin ou du Bureau des légendes, donc c'était vraiment... Ah non. Ça c'est trop récent pour moi. Ok. Et du coup, finalement, tu ne t'orientes pas, du coup, tu le disais, vers la voie de la police, mais tu choisis une autre voie qui est celle plutôt de la sécurité sociale. Exactement. L'univers de la protection sociale, une première expérience de juriste qui a découlé sur d'autres derrière. Un CDD au démarrage et puis après une belle aventure et un vrai goût pour cet écosystème. Ouais, mais alors c'est incroyable parce que le goût de la protection sociale, moi, à chaque fois que je rencontre des gens, ils commencent par là et c'est dur d'en partir. T'es vite attaché, tu cultives. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te dis c'est le sens que ça donne, c'est Il y a un vrai sens. Je crois qu'en plus on est dans un pays où je crois que chacun a compris ce que revêtait le terme de solidarité, le régime de protection sociale qui nous protège beaucoup dans un monde VUCA, comme on dit maintenant. Je crois que les Français sont toujours, pas toujours en grande connaissance de leur système, mais dès qu'il est remis en cause, dès qu'il est rediscuté, il y a quand même beaucoup d'intérêt d'un seul coup. Exactement. Et alors ce qu'on sait peu, c'est que finalement quand tu parles justement du système de santé, c'est qu'il y a un peu de l'arbre qui cache la forêt et derrière il y a beaucoup d'entités très différentes avec beaucoup d'acronymes. Et toi tu débutes au sein de ACOS, si je me trompe pas. Oui, qu'on appelle maintenant URSSAF Caisse nationale. Exactement. Tu commences par quoi Sur un poste de juriste. Et puis après, j'ai animé un réseau de correspondants juridiques régionaux. J'ai fait de la gestion de projet. Et puis, très attaché au système, poussé aussi par des managers. Je me suis lancé dans le concours de l'EN3S, qui est le concours des 4 dirigeants de la protection sociale. Très costaud. Et qui te permet en fait d'atteindre un certain grade ou d'accéder à un certain type de poste. Qui me permet d'accéder à des postes de 4 dirigeants, des postes de direction dans des organismes. Et donc là, tu étais déjà en poste et tu te dis, OK, je vais me lancer dans un concours en plus. Donc tu bûches le soir, comment tu t'organises ? Oui, alors j'avais un gros projet à l'époque qui me permettait pas beaucoup de travailler le soir, mais on va dire que quand on est dans un organisme national avec des relations tutelles, des exercices de rédaction de notes toute la journée, toute la semaine, on est quand même un peu rodé pour l'exercice du concours républicain. Donc, tu sens pondre, je sens des documents de plusieurs centaines de pages, assez arides là, non ? Non, pas forcément des centaines de pages, mais oui, j'avais déjà mon bagage juridique, un master en droit et effectivement un peu de pratique derrière. Donc déjà sur le rédactionnel, j'étais un peu rompu à l'exercice, ce qui a rendu le concours difficile, hein, mais accessible. J'avais la chance quand même d'être dans un écosystème qui me challengeait pas mal déjà. Super. Et du coup, là, ça y est, t'as ton diplôme en poche. Alors oui, ça c'était en 2007, ça date un peu. C'était hier. Et puis effectivement, après 18 mois de formation, un premier poste où j'ai voulu rompre avec les organismes nationaux, les couloirs feutrés d'une caisse nationale, et je suis allé sur le terrain, vraiment sur du management dans l'assurance maladie, la caisse primaire du Val-de-Marne, où j'ai passé une petite année et demie.
au contact des équipes. J'avais un très gros open space de 200 personnes et j'allais saluer tout le monde tous les matins. Et j'étais dans un bureau en verre à côté de l'ouverture du courrier. Mais ça, c'est super opérationnel comme expérience. Là, Évidemment. pour le coup, et ça doit être très formateur, j'imagine. Extrêmement, très complémentaire avec ce que j'avais fait avant et extrêmement formateur pour la suite, puisque là, j'ai pris mes premières grosses leçons d'humilité en management. Parce que là, du coup, t'as quel âge à ce moment-là quand on te confie tout d'un coup 200 personnes? À ce moment-là, j'ai 32 ans. Ouais. Donc là, t'as des profils qui sont très hétérogènes, qui sont des agents, avec des cultures différentes, des seniorités différentes. Et tu te retrouves bombardé, du coup, à 32 ans, sur le terrain. Hop! Tout à fait. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Tu disais des grandes leçons, il y a des choses qui en ressortent? Oui, des leçons d'humilité, parce que c'est vrai que dans mon expérience précédente, quand on incarne l'univers national avec les URSAF, il y en avait une centaine à l'époque, on est écouté quand on est l'expert d'un domaine, d'un sujet, on a affaire à des équipes dirigeantes, ils sont très diplomates et je pense que ils n'en pensent pas moins, mais en tout cas ils nous écoutent, ça se passe toujours très bien, c'est très avec des équipes opérationnelles qui pour certaines ont un job plutôt alimentaire. Il n'y a pas de filtre. Et ils s'en cachent pas. Pour le coup, ils arrivent à dire quand ça va pas, pourquoi ça va pas. Et c'est vrai que la relation est beaucoup plus cash. Et je me souviens de vouloir les réunir. C'était la première fois que ça leur arrivait tous les trimestres pour faire une grande réunion. On avait une grande salle qui nous le permettait dans un grand site à Ivry-sur-Seine. Et je me souviens que j'avais jamais de questions pendant la présentation des résultats, etc. Et un jour, j'ai eu quelqu'un qui lève la main, qui me dit, donc j'étais content, je dis ça y est, ça prend. Et là, il me dit, mais ça se termine à quelle heure exactement? Oh là là là, dur, là t'atterris. Mais du coup, ce genre d'expérience, c'est quand même une expérience qui, finalement, quel que soit le milieu d'ailleurs, tu vois, quand je vois dans les univers, la distribution, du luxe, le fait d'être sur le terrain, opérationnel, en boutique, concret, ça te donne un peu tes premiers galons. Et je pense que pour la suite, ça donne une crédibilité. Tu sais de quoi on parle, quoi. Oui, et c'est hyper important. Ça évite de ranger notamment des générations, des classes d'âge dans des stéréotypes. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la génération Z, des digital natives, en disant attention, ce sont des zappeurs. Ils veulent changer de job tous les ans ou tous les 2 ans. Il faut faire très attention à ne pas enfermer toute une classe d'âge dans un stéréotype parce que en fonction du niveau d'études, en fonction de l'origine sociale, la réalité elle est pas du tout celle-ci et il faut pas s'enfermer dans ce qu'on lit dans les journaux parce que je trouve ça un tout petit peu caricatural parfois. Mais t'as raison, parfois il faut déprogrammer son propre logiciel, tu vois, et se dire ok, ouvrons un peu les perspectives. Et du coup, tu fais ces expériences du coup en Val-de-Marne pendant 18 mois. Tu fais tes classes et ensuite, ça y est, t'es aspiré. Voilà, à la CNAV, donc maintenant l'assurance retraite caisse nationale, sur un poste de direction des agences retraite de Paris et de Seine-Saint-Denis, au total 400 collaborateurs répartis sur un certain nombre de sites. Là aussi, c'est quand même du gros management, alors du management à distance avec en plus un territoire un petit peu compliqué, le 93, avec des problématiques de sécurité même parfois, qui nous ont valu de travailler sur un programme immobilier. J'ai eu le plaisir de piloter un gros programme qui nous permettait de fusionner les agences, de faire évoluer les collaborateurs dans les locaux neufs, ou en tout cas quasi, dans des conditions de sécurité bien meilleures, parce que je me souviens d'avoir une agence où on avait des dealers devant la porte. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais les agences sont implantées partout dans le territoire et effectivement, ce maillage fait que parfois les agents sont aussi exposés à des zones à risque, avec des agressions. Tout à fait. Donc ça, je dirais qu'en capitalisant sur mon expérience à l'assurance maladie, je me suis senti plutôt épanoui, à l'aise sur des fonctions de direction, certes opérationnelles, mais sur un management éclaté, avec un management de manager avant tout. Et puis, j'ai commencé à toucher du doigt aussi les relations sociales, puisque je présidais un CHSCT, une délégation du personnel dans le 93. Et j'ai commencé à toucher du doigt le monde des RH. Ouais, là, c'était les tout débuts. Là, quand tu commences, en fait, et ça qui est intéressant, en fait, tu as commencé en tant que juriste, et petit à petit, on le voit, ta palette a commencé à s'élargir. Et les relations sociales, on dit souvent, une fois que tu as réussi ça, bon, là, tu as l'étoffe pour passer à l'échelle au-dessus. Et c'est ce qui arrive, tu deviens DRH après. C'est ça. Ouais. Et alors là, du coup, tu passes sur un périmètre qui est encore plus large.
Périmètre donc CNAV, donc entité, c'est le plus gros organisme de sécurité sociale de France, un organisme un peu complexe parce qu'on est caisse nationale, donc on pilote un réseau, donc le réseau des CARSAT au niveau national. On est en lien avec les pouvoirs publics sur une délégation de services publics. Et en même temps, on est l'opérateur de la retraite en Île-de-France, qui est quand même le territoire où on a le plus de monde, plus de 20% des assurés français, futurs retraités et retraités. Donc, au total, 3600 salariés sur des métiers extrêmement différents qui vont du téléconseiller sur une très grosse plateforme téléphonique au métier de data scientist en passant par tous les métiers de l'IT, puisque, comme tu peux l'imaginer, on a une DSI étoffée puisqu'on a des très gros défis technologiques. Bien sûr. Et du coup, à présent, tu es basculé officiellement assurance retraite. Comment se fait la transition ? Alors, moi, en tant que déjà directeur des agences retraite de Paris et Seine-Saint-Denis, j'étais déjà assurance retraite. Oui. Je passe DRH de l'entité siège. Et effectivement, quelques années plus tard, le directeur général me confie la responsabilité d'être DRH groupe, entre guillemets, donc des animateurs du réseau des DRH de CARSAT et en responsabilité sur la politique RH de branche, donc les 13 000 collaborateurs qui composent aujourd'hui l'assurance retraite. Je fais le choix à ce moment-là et je propose au directeur général d'hybrider la fonction pour éviter d'avoir ce côté aérien des DRH groupes qu'on peut avoir parfois, c'est-à-dire déconnecter un peu du terrain, déconnecter des problématiques réelles des DRH opérationnels. Et du coup, je conserve la double casquette opérationnelle et DRH groupe. Et je fais à peu près la même chose pour mes équipes qui aujourd'hui, que ce soit dans le learning, dans la paye et le SIRH, que ce soit dans le juridique, que ce soit dans le recrutement et la marque employeur, sont en responsabilité à la fois pour les 3600 collaborateurs de la CNAV, donc de l'assurance retraite caisse nationale, et à la fois en animation du réseau des CARSAT et de l'assurance retraite au sens large, ce qui leur permet quand même de savoir de quoi ils parlent quand ils conseillent des DRH en Auvergne, en Normandie, parce qu'ils vivent eux aussi des réalités de dialogue social, de problématiques individuelles et collectives, etc. Ça leur confère une vraie légitimité, ils savent vraiment de quoi ils parlent. Et ça, c'est quelque chose que tu avais en tête dès le début, parce que dans ton expérience passée, tu disais « Ok, l'opérationnel m'a beaucoup apporté ». Donc, je souhaite que finalement cette fonction soit pensée différemment. Oui, c'est un peu un fil rouge. Essayer de toujours avoir un contact avec le travail réel et de rapprocher. C'est un des sujets, je pense, du moment dans le monde du travail. Cette nécessité de rapprocher travail prescrit et travail réel pour donner du sens, pour capter aussi les signaux faibles, pour avoir finalement des modèles de stratégie qui veulent dire quelque chose pour les salariés. Donc en RH, qui est déjà une matière molle et parfois un peu difficile à appréhender, c'est quand même extrêmement important qu'on sache de quoi on parle quand on fixe des éléments de politique stratégique nationale. Et du coup, comment tu organises ton agenda ? Tu as 2 agendas, un pour la CNAV, un autre pour l'animation des réseaux. Comment tu fais ? C'est schizophrénique là, attends. Non, c'est pas schizophrénique. C'est rythmé beaucoup par les événements, par la gouvernance aussi de l'assurance retraite caisse nationale. J'ai pas de semaine dédiée à l'un et des semaines dédiées à l'autre. Je vais avoir un agenda déjà dialogue social avec le CSE, les négociations locales, etc., qui sont des agendas posés à l'année à travers un agenda social. Je vais avoir des instances, je participe, j'ai une fonction RH qui est plutôt bien positionnée dans l'organigramme de l'assurance retraite caisse nationale puisque je suis membre du COMEX de cette entité. Donc tout ça rythme un peu mon agenda. Et puis, bien sûr, on va avoir des moments, généralement mensuels, d'échanges en présentiel ou en distanciel avec les DRH du réseau. On a comme ça des rendez-vous réguliers et surtout, tout ne passe pas par moi. Et c'est ça la clé, en fait. C'est que derrière, il y a des équipes sur tous les sujets qui, elles-mêmes, ont des réseaux. C'est-à-dire que ce réseau de DRH, il s'anime
pas seulement au niveau des DRH personnes. Il s'anime au niveau d'un réseau juridique, d'un réseau paye, d'un réseau QVT, d'un réseau learning, etc. C'est intéressant etc. parce que du coup, quand je t'écoute, Jérôme, j'ai le sentiment, quand tu dis voilà, tout ne passe pas par moi, ça reflète quand même une volonté. T'es pas dans la centralisation, t'es plutôt dans la délégation. Oui, parce que pour le coup, je suis très très loin d'être Superman. Et donc, bien évidemment, tout ça passe par un système de confiance. J'ai une équipe tout à fait remarquable sur à peu près tous les domaines, donc j'ai beaucoup de chance. Tu l'as organisé comment? Par pôle classique ou... Ça s'est fait avec le temps. Ça fait déjà un petit moment que je suis en place, donc ça permet quand même de réaliser un certain nombre de recrutements, donc de composer son équipe. Et ça, c'est hyper important. Quel type de compétences? Plutôt... Ouais. J'aime bien les profils singuliers, moi, en réalité. Je suis beaucoup plus attaché au feeling et à la limite l'histoire de la personne, son chemin professionnel que essayer d'avoir une approche scientifique de la complémentarité des hard skills les unes avec les autres. Ça, je sais pas faire. Il y en a qui savent bien faire, moi pas. Donc, je vais avoir une responsable recrutement qui n'avait jamais fait de recrutement avant. Je vais avoir là, tout dernièrement, le recrutement de ma directrice développement et transformation RH qui vient du monde du conseil, qui vient pas du tout du monde de la protection sociale et qui n'a pas fait le N3S et qui est toute jeune. Donc, on essaye de mixer les âges, on essaye de mixer les parcours. Avec toujours ce souci du matching, comment ça va plugger avec le reste de l'équipe et comment on va réussir à créer une dynamique collective, parce que en RH, la somme des expertises ne crée pas la performance. Ça, j'en suis convaincu, alors même que c'est pas toujours facile de faire collaborer et communiquer une référente QVCT qui va être psychologue du travail à l'origine avec une responsable juridique et relations sociales qui va être hyper experte sur son domaine, mais qui va avoir une rigueur qui ne trouve pas toujours l'atterrissage auprès de sa collègue. Et c'est extrêmement intéressant, enrichissant de faire collaborer ces mondes-là qui sont tous au sein de la DRHT, puisqu'on s'appelle DRHT, mais qui finalement créent des nécessités de bien s'entendre, de bien collaborer, parce qu'on parle pas tous le même langage. Bien sûr. Et comment tu fais? Parce que du coup, tu vois, tout le monde dit, voilà, c'est génial d'avoir des profils atypiques, tu vois. Moi, je suis tout pour, tu vois. J'adore ce côté, justement, où tu mises sur des talents, tu crois dans la courbe d'apprentissage, genre de choses. Mais derrière se pose vraiment la question, tu mets le doigt dessus, de comment est-ce que tout le monde cohabite avec des cultures qui sont parfois singulières. T'as des techniques ou t'as mis en place des choses qui font que c'est fluide dans ton équipe et ça se passe bien? Beaucoup de convivialité, c'est pas très original, mais ça fonctionne bien. Essayer de faire en sorte que les gens prennent du plaisir à se retrouver, faire comprendre aussi ce que font les uns et les autres, même si je pense que mon équipe dirait que je suis pas toujours hyper clair sur les frontières et les périmètres. Et typiquement, il m'arrive de faire venir des trublions, quoi. J'ai recruté un designer de service RH, donc création de fonctions nouvelles, quelqu'un qui n'avait jamais fait de RH de sa vie, qui avait fait un stage chez nous, je l'appelais mon jeune stagiaire de 50 ans, et avec qui on a créé la fonction de designer de service RH. Attends, explique-moi en quoi ça consiste. Alors, ça consiste à intégrer le design dans une fonction justement très expert où on laisse pas toujours suffisamment la place à l'émotion, la place à l'UX aussi, à l'approche utilisateur pour développer des services RH. Et donc ce collaborateur-là, typiquement, il m'a montré ce que c'était qu'un cahier de tendance, par exemple, dans son ancien monde, le monde de la mode, le monde de l'automobile. Il avait travaillé dans il avait évolué dans tous ces univers-là.
Et quand il m'a montré ça en me disant, je sais pas ce que vous pouvez faire de ça, mais je vous montre à quoi ça ressemble, je dis, un banco, on va se servir de ça demain pour établir autrement un schéma directeur des ressources humaines, par exemple. Là, t'as quand même, attends, excuse-moi, je m'arrête, t'as quand même les chakras très ouverts. Parce que là, il faut. C'est génial. Il faut. Je pense que c'est une fonction où si on n'a pas les chakras ouverts, si on regarde pas les évolutions sociétales, si on tire pas de la coexistence de mondes différents et d'expertises différentes, on reste dans une fonction RH très administrative, très régalienne, très experte juridique. Et je pense qu'on court à la catastrophe parce qu'il faut bien se le dire, avec l'évolution technologique, avec les IA génératives, si on en reste purement aux fondamentaux de gestion, on va très vite disparaître. Bien sûr. Alors attends, je reviens à ton designer de service RH, parce que ça m'intéresse. Donc lui, pour le coup, il vient avec toute son expérience, son background, etc. Et il va proposer finalement une expérience différente où un collaborateur vient et il a un écosystème d'outils et tout est cohérent, c'est ça ou c'est comment ? Alors, c'est pas exactement ça, mais on va dire que dans toutes les approches qu'on va avoir, par exemple, revisiter notre dispositif d'onboarding et d'intégration des nouveaux collaborateurs, il va être un peu le poil à gratter qui va voir les sujets un peu différemment. Par exemple, au moment où on a à un moment donné fusionné avec ce qui s'appelait autrefois le RSI, le régime social des indépendants, donc le régime de protection sociale des travailleurs indépendants, artisans, commerçants, on a intégré en 2020 7000 collaborateurs à l'échelle de l'assurance retraite sur une approche qui serait comparable dans le privé à ce qui est une fusion, mais sans en avoir véritablement l'expérience. Dans notre écosystème, on n'a pas l'habitude de fusionner tous les 4 matins, à la différence de nos collègues des mutuelles, par exemple. Et donc, là, l'apport, pour le coup, du designer de service va être de voir un peu autrement l'intégration, le retour d'expérience sur l'atterrissage dans un écosystème certes proche, mais quand même différent. Et il nous avait proposé, par exemple, de faire une box à la manière des box qui existent dans le monde de la cosmétique et qu'on reçoit une fois par mois avec le côté surprise. C'est sympa. Et avec 3-4 objets qu'on a intégrés, on essaye de tirer les émotions du salarié ou de la salariée pour l'interroger finalement sur l'expérience qu'il a vécue au moment de l'intégration et pouvoir en tirer profit. C'est quand même autre chose que de poser un questionnaire sous Forms, quoi. Excellent. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais des IA génératives. Moi, il y a quelque chose qui m'impressionne beaucoup, c'est que tu vois, souvent, on a une image un peu du public, du secteur public, comme étant assez traditionnel. Tu disais tout à l'heure en intro. Et alors qu'en fait, pas du tout. Tu vois, il y a pas longtemps, je recevais Benoît Emery, côté UCAN cette fois-ci. Toi, tu parles justement de designer de service ou autre. Comment est-ce que tu fais en sorte de réussir à innover dans une institution où tu disais, on est sur des choses qui sont importantes, on touche à la retraite des Français. Donc j'imagine que c'est quand même des structures qui sont assez processées. Tu arrives à créer des espaces un peu de liberté, d'innovation ? Oui, c'est effectivement un peu ce que je cherche à faire. Et puis j'entends très souvent, on n'imaginait pas que dans l'assurance retraite, on pouvait faire des choses comme ça. Je l'ai entendu encore avant-hier soir de la part d'un politique. Donc c'est toujours assez flatteur et plaisant d'entendre ce type de mots parce que finalement on est un peu à contre-emploi. Oui, bien sûr qu'on peut innover. On a des salariés qui viennent de partout. On n'est pas fonctionnaire. Ça, c'est un élément quand même important. Souvent, on fait l'amalgame. C'est des salariés de droit privé qui ont souvent eu d'ailleurs une expérience dans le privé avant de nous rejoindre. Donc, il faut surtout pas ranger les gens dans une case. On a des anciens indépendants, on a des gens qui viennent de tous les écosystèmes, qui n'aspirent qu'à une chose, c'est pouvoir exprimer leur créativité, leur capacité d'impact, etc. Il faut simplement ouvrir un peu les chakras. On peut pas le faire dans tous les domaines parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, on a une activité normée, on a des SI assez structurants, etc. Ce qui fait que sur le cœur de métier, c'est parfois plus difficile d'innover, mais pour le coup, on a à cœur quand même d'être au rendez-vous des attentes évolutives des salariés.
On a typiquement, on vient de clôturer la 2e saison de notre démarche d'intrapreneuriat. Donc, on avait créé des startups internes à l'échelle nationale. Raconte-moi là, ça m'intéresse. Tu fais une 2e saison d'un programme intrapreneuriat, c'est ça ? Oui. Comment c'est né ? C'est né d'une intuition que j'ai eue avec la directrice de l'innovation au départ, confrontée avec évidemment l'accord du directeur général, mais aussi l'apport de la directrice des systèmes d'information qui mettait à disposition des ressources en matière du UX design notamment. On s'est dit, tiens, est-ce que on n'aurait pas quelque chose à jouer sur ces nouveaux modes de travail, essayer de les tester? Avec la directrice de l'innovation, j'avais fait une recherche collaborative pendant 9 mois avec des chercheurs et des entreprises qui étaient plus matures que nous sur le sujet, qui nous apprenaient un peu ce que ça pouvait être, quels étaient les écueils, etc. Je pense à Safran notamment, qui nous avait beaucoup appris, mais aussi La Poste, etc. Et puis, à l'issue de ça, on s'est dit, mais il faut y aller. Alors, je me souviens de mon DG qui dit, mais oui, mais nous, on n'a pas de chiffre d'affaires à développer à travers un nouveau concept, un nouveau produit. Mais je dis, oui, mais en retenant la méthode, on peut peut-être aller challenger finalement des salariés non experts d'un domaine, on va les emmener finalement sur des défis qui, évidemment, vont améliorer le service public. Première saison, 2 défis, un tourné vers l'externe, vers nos assurés. On a créé, le défi, c'était de créer le Doctolib de l'assurance retraite, finalement, améliorer la prise de rendez-vous. Et puis, le défi interne, c'était de refondre, de hacker notre démarche d'évaluation individuelle et de créer un prototype, finalement, de nouvelles démarches appuyées par l'UX design, une démarche aussi qui était très accompagnée, mais qui permettait aux start-upers, finalement, à travers le défi qu'on leur fixait, d'avoir une vraie autonomie d'action pendant 7 mois pour pouvoir constituer ce prototype. Et là, on vient de renouveler l'expérience cette année avec 2 autres défis. Une première start-up qui a travaillé sur l'agence retraite de demain, une autre qui a travaillé sur le learning justement et voir comment on pouvait transformer la formation cœur de métier. C'est excellent. Et du coup, en fait, il a un nom ce programme ? Oui, ça s'appelle La Petite Entreprise. Super. Et du coup, ça dure 7 mois, c'est ça ? Ça a duré 6 mois même. On a travaillé un peu différemment avec un volume de jours de mise à disposition des collaborateurs qui avaient candidaté, donc de leur propre chef, ils avaient candidaté sur le programme. Un jury les a sélectionnés à partir de pitchs qu'ils ont pu faire et de candidatures qu'ils ont pu monter avec des formats un peu différents, une vidéo, etc. Et puis après, ils ont travaillé ensemble. Ils venaient de toutes les régions de France et moi, ce qui me fait le plus plaisir dans ce type de programme, c'est presque avant le résultat final, c'est de voir l'énergie qui se dégage de ces programmes et de voir l'enthousiasme des salariés, quel que soit leur métier d'origine, quel que soit leur niveau de responsabilité, qui vont être amenés à collaborer ensemble, indépendamment de toute logique hiérarchique, et qui vont réussir à se transcender, parce que très clairement, ils l'ont tous dit, hein, ça nécessite de dépasser un tout petit peu le volume horaire habituel pendant 6 mois où ils sont généralement enthousiastes à l'arrivée. Mais tu disais, moi je trouve qu'il y a un côté bouffée d'oxygène aussi qu'offrent, tu vois, ces types de programmes, parce que au sein de ce type d'organisation, enfin, tu as des esprits qui, tu le disais, ont envie de créer, ont envie de proposer des choses. Et parfois, il faut juste sortir un petit peu du cadre habituel de la fiche de poste. Et lorsque tu as des programmes comme ça, enfin, c'est du pain béni, quoi. Ils accèdent en plus à des mentors, ils ont des ressources en interne. Tout à fait. Ouais, tout à fait. En plus, on leur a mis à disposition des référents, notamment parmi des personnes qui avaient participé sur la première saison. Enfin, on les accompagne du mieux qu'on peut, avec aussi quelques intervenants extérieurs, etc., pour que finalement on les mette en condition de réussite, au moins sur la première étape du programme. Et quand bien même, moi j'ai conscience que l'intrapreneuriat, ça peut couvrir, comme dans les entreprises, 1% peut-être des salariés. Ce pourcentage de rêve-là, il est extrêmement important. Et puis justement, il oxygène un peu à la fois le vécu et puis l'image du service public. Et ça montre que c'est possible. Oui. Donc voilà, on travaille sur des sujets comme ça. On est en train d'expérimenter la semaine de 4 jours à l'assurance retraite Caisse nationale en ce moment. Mais tu vois, je trouve ça fou. Pourquoi c'est pas plus connu ?
ce genre de choses. Parce que je crois que ce soit les médias, que ce soit même les politiques, que ce soit finalement les spécialistes des domaines n'ont pas envie forcément de valoriser le service public. On aime bien avoir les choses rangées dans leur bonne case. Alors, tu vois, moi, le service public, il faut le montrer avec une pendule et des dossiers papier et finalement quelque chose d'un peu poussiéreux. Je crois que ça, je sais pas pourquoi, mais je crois que ça rassure un peu tout le monde. Je suis mitigée sur ça parce que moi je trouve, alors je viens du monde start-up et c'est l'extrême inverse. Au contraire, tu as des start-up qui en font mais des tonnes et c'est trop. Et tu vois, ça crée une espèce de monde à paillettes, de licorne et qui fait fantasmer tout le monde alors que c'est un univers extrêmement difficile. Mais à l'inverse, toi, tu mets en place la semaine de 4 jours. Il y a de l'intrapreneuriat. Et je trouve que c'est presque pas assez visible, tu vois. Bon, on n'a pas à se plaindre. On a quand même une certaine visibilité. On a eu quand même pas mal d'articles sur un certain nombre de dispositifs. On a eu un prix sur l'intrapreneuriat. J'ai vu. On a des choses quand même. Mais oui, ça va être moins vu en tout cas qu'un grand groupe du CAC 40. Sans doute. Et du coup, Jérôme, quels sont un peu les enjeux RH? Quels sont les dossiers que tu as sur ton bureau pour l'année qui arrive? Les dossiers un peu chauds. Pour l'année qui arrive, je dirais même pour les semaines qui arrivent, on est encore sur les questions de personnalisation des organisations de travail. Parce que la semaine de 4 jours, elle s'insère dans une réflexion beaucoup plus large, parce que nous, on ne va pas basculer le service public sous 4 jours. C'est pas notre velléité. On n'a pas l'intention de basculer sous 4 jours. Pour autant, c'est très bien parce que ça ne correspond pas aux envies de tout le monde non plus. Donc, on est dans une logique de personnalisation. On avait déjà en 2021 personnalisé notre dispositif de télétravail avec des formules à 3 jours pour certaines situations RH sur lesquelles on voulait envoyer un signal, une attention particulière, les parents d'enfants de moins de 3 ans, les seniors de plus de 60 ans, les aidants familiaux, les personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que tu fais par exemple sur les parents de moins de 3 ans, les enfants de moins de 3 ans? Eh ben, on leur autorise à avoir un jour de télétravail supplémentaire par rapport à la norme définie. Pendant le temps où justement on sait que on a des parents qui vont être plus happés par le quotidien et rendre plus difficile finalement la conciliation vie pro vie perso. Alors on n'a pas que ça, on travaille aussi on a une crèche d'entreprise au siège, on a des berceaux pour nos personnels d'agence, donc c'est pas seulement le télétravail, mais ça s'inscrit dans une politique globale. C'est comme pour les aidants. Finalement, on a une politique pour les aidants. Ouais. Parmi les dispositifs qu'on a, on va avoir le 3e jour de télétravail parce qu'on sait qu'à un moment donné, quand on est aidant, c'est pas toujours évident d'être sur site, de rentrer plus tôt, etc. Alors attends, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a parfois, tu as des mouvements inverses, je vois, où on est plutôt sur une harmonisation. Et il y a une règle pour tout le monde. Et toi, tu es plutôt dans la singularité. Encore une fois, la personnalisation. Oui, mais pas le gré à gré. Ça, c'est important parce que je suis très attaché au sentiment de justice sociale. Les salariés aujourd'hui supportent de moins en moins l'injustice. Et alors, je pense que ce qui peut être fait, peut-être plus dans les petites boîtes que dans les grandes, mais un coin de table, qui vise à dire, toi, je te fais confiance, donc tu as droit à... Ça marche pas bien. Avoir des critères objectifs, quitte à rendre dingue mes équipes paye, parce que honnêtement, je les salue au passage, c'est quand même pas évident tous les jours de mettre en œuvre les idées dingues du DRH, parce que ça veut dire des avenants au contrat qui sont personnalisés aussi, et un système qui est pas simple en gestion, mais clairement, je pense que les gens aspirent à de plus en plus de liberté dans l'entreprise, que ce qui justement fait partir les gens du salariat et les fait devenir autonomes ou indépendants, c'est justement cette crainte d'être enfermé dans une case et dans un modèle qui est unique et exclusif pour tous les salariés. Aujourd'hui, ça marche pas. Et nous, particulièrement en service public, avec une très forte culture de l'égalité de traitement, on a besoin de bouger les lignes parce que cette égalité de traitement qui est inévitable et très précieuse dans le cadre de notre relation avec le public, avec les assurés sociaux, etc. Il ne faut pas qu'on la décline de la même manière pour nos salariés.
parce que finalement cette égalité elle est injuste. Considérer que les gens sont pas différents, c'est déjà ne pas comprendre l'être humain. Et deux personnes ou même une seule personne au fil du temps ne va pas avoir les mêmes besoins à chaque instant de sa vie. Donc je pense qu'il faut personnaliser et passer de l'égalité à l'équité. C'est aussi valable pour les dispositifs qu'on déploie que pour le management qu'on essaye de transformer petit à petit. Parce que dans des vieilles institutions comme la sécurité sociale, se dire qui sont souvent très hiérarchiques, pyramidales, tout ce que tu veux, il est très aisé, très facile et très tentant pour toutes les strates intermédiaires de managers de dire moi je fais pas ce plat, il y a une norme qui est dictée tout en haut et moi je m'assure qu'elle est appliquée de manière homogène. Ça peut être le cas pour le télétravail. Excellent. Et du coup, ça, c'est ton grand chantier. Est-ce que tu as des sujets également sur le thème comme l'inclusion, le D&I? Je sais que c'est parti... on est en égo. On est en égo depuis presque 1 an, qui ont été interrompus parce qu'on a quelques petits soucis, comme toutes les entreprises, avec les questions salariales et les sujets d'inflation, etc. Donc, par moment, il est difficile de ramener les partenaires sociaux sur des sujets comme ça qui sont plus peut-être considérés comme plus vaporeux. Donc, on travaille sur la QVCT et je dirais qu'on a 2 colonnes vertébrales dans le projet d'accord qu'on est en train de négocier. C'est diversité-inclusion, qui embarque finalement beaucoup de sujets. J'ai parlé de handicap, on peut parler d'égalité professionnelle, mais ça, c'est les 2 sujets sur lesquels on est investi depuis le plus longtemps. On a 8,50% de taux d'emploi de personnes en situation de handicap au niveau national. On a des notes d'égalité femmes-hommes aux alentours de 96-98 sur 100 avec un COMEX et une instance dirigeante qui est composée à 55% de femmes. Donc on est bien situé sur un certain nombre d'items. Mais sur d'autres, on est encore timoré. Alors même que je pense que notre force, c'est de ne pas aller chercher les talents, comme certains grands groupes, dans une école ou dans 2, en disant on se diversifie, on va bientôt aller chercher des gens à Sciences Po. Waouh, génial. On était qu'à Polytechnique et Centrale. Ça s'appelle l'ouverture. Ça s'appelle l'ouverture. Non, nous on est très ouverts sur des profils très différents, avec aussi une énorme diversité de métiers. Je le disais tout à l'heure. Et donc on a besoin maintenant d'envoyer le signal que quelle que soit finalement son origine sociale, quel que soit son diplôme initial, quel que soit son genre, quelle que soit sa sexualité, quelle que soit son apparence physique, quelle que soit sa situation familiale, situation monoparentale, aidant, etc., on accompagne et on essaye d'assurer la sécurité psychologique des personnes. Ça ne veut pas dire que demain, on va faire un plan spécifique sur la communauté LGBT+, c'est pas le sujet. On veut pas, moi je ne vois pas la diversité et l'inclusion comme une somme d'événements et de labels qu'on va additionner avec 3 événements dans l'année en disant ça y est, on est dessus. C'est assurer, et c'est toute la subtilité de la démarche, la sécurité psychologique et l'absence totale de discrimination sur toutes ces situations auxquelles on est déjà confronté. Donc ça, c'est une de nos colonnes vertébrales de cet accord QVCT en négociation. Et donc, clairement, on commence à s'attaquer à ce sujet-là de manière beaucoup plus large que les seules situations handicap, égalité femmes-hommes, qui ont été nos premiers terrains d'attaque sur les dernières années avec beaucoup d'efficacité. Souvent, on débute par là, mais tout le monde n'est pas aussi avancé. Et du coup, tu as une autre vie, Jérôme, et ça m'intéresse aussi, puisque tu as déjà, on disait, une feuille de route bien chargée, mais en parallèle, t'enseignes à côté, du coup, à Sciences Po. Qu'est-ce que ça t'apporte? Et t'enseignes, du coup, on peut raconter, dans un master spécialisé en affaires publiques, avec notamment Margaret Johnson-Clark, côté L'Oréal. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte et comment tu as eu envie de finalement franchir ce pas? Parce que enseigner, c'est quand même costaud. Oui, c'est costaud, c'est très exigeant et je l'ai pris avec beaucoup d'humilité parce que j'avais eu l'habitude d'intervenir dans des formations et notamment celle de l'école que j'ai suivie, le N3S, mais toujours sur des interventions à l'heure, à la journée, voire 2 ou 3 jours. Mais guère plus, là j'enseigne sur un semestre. C'est autre chose, c'est l'accompagnement quand même d'une classe, d'un groupe sur la durée, avec cette nécessité de se réinventer chaque semaine.
Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis très content en plus qu'on fasse ça en complémentarité avec quelqu'un qui vient d'un écosystème complètement différent, avec une culture différente mais hyper complémentaire. Et vraiment, je prends énormément de plaisir à être avec Margaret Johnston-Clark sur ce programme. Et c'est vraiment une opportunité vraiment excellente de pouvoir se confronter aussi au regard d'une nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail, puisque j'accompagne des Master 2, donc qui sont à l'aube finalement de leur entrée dans la vie professionnelle, qui finalement se posent des tas de questions sur plein de sujets, alors même qu'ils sont brillants, hyper diplômés, souvent même ils ont fait du double cursus, ils ont déjà fait des stages impressionnants souvent quand ils sont en Master 2, ils sont en alternance dans des brillantes entreprises ou des services publics, etc. Et finalement, on se rend compte que ils ont besoin encore de beaucoup de repères. Moi, c'est avec grand plaisir que j'interviens dans ce type de formation très pratique. On ne me demande pas d'être un expert des RH. Je n'enseigne pas les RH. Je les accompagne dans un atelier de prise de connaissance du monde du travail dans un écosystème du coup très hétérogène d'entreprises, de services publics et autres. Et je les aide à décrypter finalement ce monde du travail et évidemment les enjeux managériaux qui sont peut-être un peu la coloration que je donne finalement à l'enseignement. Moi, je trouve ça excellent. Et tu vois, il y a quelques pairs comme ça. Je pense à Yann Malek, côté Crédit Mutuel. Je pense à Frédéric Vallettini, côté Malakoff, qui enseigne aussi à côté. Et je trouve que tu vois, la brique pratique, quand tu es étudiant, elle est essentielle et on l'a pas toujours. Parce que parfois, on peut être sur des connaissances qui restent assez théoriques, même si l'école, l'université, Sciences Po sont améliorées en proposant notamment l'alternance, ça peut rester parfois très abstrait, quoi. Alors, du coup, Jérôme, moi j'ai une question, parce que du coup, j'en disais, on a des agendas bien chargés. Comment tu fais pour t'organiser ? T'as une routine ? Tu t'es positionné des temps dans ton agenda, un peu de concentration ? T'arrives à couper les mails de soir ? Comment tu te... Je suis pas sûr d'être complètement exemplaire. En tout cas, ma famille ne dirait pas ça. Mais on va dire que il y a une question d'équilibre que j'essaye de trouver entre travail, famille, sport, vie sociale, très importante aussi, et temps d'inspiration, réseau et participation à des podcasts, par exemple. C'est cet équilibre-là, on va dire à 5 niveaux, qui est à mon avis la clé. Au niveau agenda, je subis quand même beaucoup. J'essaye de sacraliser des plages, mais c'est très compliqué. Le vendredi, ça marche un petit peu mieux. On a d'ailleurs mis en place, avec le soutien du directeur général, quand même une demi-journée sans réunion à l'assurance retraite Caisse Nationale, ce qui n'était pas un vain mot. Et je suis pas sûr que ça fonctionne sans exception. Mais en tout cas, ça envoie un signal. C'est super. Et notamment le vendredi après-midi. Ouais. Donc, on essaye quand même de sacraliser des temps. Parce que sinon, ça servira à rien de tester la semaine de 4 jours si déjà on traite ses mails uniquement le week-end. Moi, j'adore le concept d'une demi-journée sans réunion. C'est super. Oui, surtout, franchement, on s'en passe. Bien sûr. Et je pense pas que le service public s'en porte plus mal. Très bien. Et est-ce que tu as des inspirations, des expos, des livres que tu nous recommandes ces derniers temps, que tu as vus qui t'ont inspiré ? Dans les inspirations... j'aime bien le bouquin Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, qui m'avait marqué. Je trouve qu'en France, on a cette culture de la réussite à tout prix, qui d'ailleurs vient du monde scolaire. Au démarrage, ça commence très petit et je suis pas sûr que ça nous pousse vraiment à l'audace. Je trouve que ce bouquin est assez éclairant de ce point de vue-là. J'aime beaucoup aussi Humanocratie de Gary Hamel, qui remet en cause quand même l'organisation tayloriste des grandes entreprises. Finalement, Taylor reste le modèle absolu et presque exclusif du management dans le monde, et dans les grandes entreprises en particulier. Donc ce bouquin est très bien aussi. Humanocratie, libérer les talents et dynamiser votre organisation. Dis donc, ça claque là. Je sens la révolution.
Et pourtant, depuis la parution du bouquin, le monde n'a pas encore complètement changé, mais il faut quand même quelques artisans pour essayer de pousser. Excellent. Tu sais que Pépin a sorti un nouveau livre là récemment sur accepter son passé. Je crois que j'ai pas encore lu, mais il est sur la table de chevet. Très bonne bien, j'ai pas référence. encore lu. Merci beaucoup Jérôme pour ton super témoignage. Tu portes haut les couleurs de l'assurance retraite. On sent l'innovation, on sent que ça dépote. Merci à toi. Moi, je retiens une punchline que j'ai beaucoup aimée. Je vais essayer de la ressortir en société pour briller. En RH, la somme des expertises ne crée pas la performance. Merci beaucoup à toi, Jérôme. Merci à toi. À très bientôt, amis de la RH.